Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans 28 minutes. Salut les amis. Bonsoir. L'actualité du jour, c'est la riposte du président américain Donald Trump sur le front de la guerre commerciale. Censuré par la Cour suprême, il repart à l'attaque. While I am sure that they did not mean to do so, the Supreme Court's decision today made a president's ability to both regulate trade and impose tariffs. In fact, I can charge much more than I was charging. Et le président américain inflige d'ores et déjà une nouvelle salve de droits de douane à hauteur de 10%. Alors comment s'y retrouver dans ce chaos tarifaire? Quelles conséquences pour le commerce mondial? On en débattra, puis on vous retrouvera les amis. Et oui, Marie Bonisso et Théophile Cossa. Oui, Renaud, et on part au Mexique qui vit depuis dimanche des scènes de violence absolument dingues depuis la mort d'El Mencho, parrain de la drogue, patron du cartel le plus violent du pays, une organisation extrêmement puissante. Vous allez voir, ça fait froid dans le dos. Ce cartel mexicain, je vous explique comment ça marche. On verra ça. Et vous, Marie? Moi, je vous emmène à Mumbai, en Inde, sur une autoroute qui fait de la musique. Vous allez voir, c'est très rigolo et c'est un cauchemar pour les gens qui habitent à côté. Eh bien, à tout à l'heure, Marie. Mais pour commencer, une superstar. Embarquons avec Sting à bord du dernier navire, The Last Ship. C'est le titre de la comédie musicale écrite par Sting. Un hommage au chantier naval disparu, à ce monde ouvrier où il a grandi dans une petite ville du nord de l'Angleterre. Un destin qui aurait sans doute été le sien s'il n'avait rencontré un beau jour la musique et le succès. On retrouve Sting dans un instant. Bonsoir Sting, bienvenue. Bonsoir. Laissez-moi vous présenter Anna Ndiaye et Anne Rosancher de l'Express. Bonsoir. Bonsoir. Alors Sting, votre spectacle musical The Last Ship, le voici, vous l'interprétez en ce moment même jusqu'au 8 mars à la scène musicale à Boulogne-Billancourt avant une tournée mondiale. C'est un hommage au monde ouvrier, au chantier naval dans une petite ville du nord de l'Angleterre où vous avez grandi. Vous jouez dans ce spectacle aussi que vous avez écrit, vous jouez le rôle d'un contremaître sur ce chantier. Yes. Vous êtes une star, une superstar mondiale, vous avez vendu plus de 100 millions d'albums, vous avez fait une immense carrière et vous dites pourtant qu'au fond de vous, vous êtes toujours un ouvrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Je travaille. Je travaille pour gagner de l'argent et je suis fier d'avoir un parcours ouvrier. Ils m'ont donné une certaine conscience professionnelle que j'ai conservée maintenant. Et c'est cet hommage aussi à ce monde-là qu'on voit, qu'on découvre, qu'on apprécie dans The Last Ship. Tout de suite, Sting, si vous êtes là ce soir, évidemment, c'est que vous avez le profil idéal et c'est ce que va nous raconter Gaël Legras. Sting, avec votre comédie musicale The Last Ship, vous rendez hommage à la communauté ouvrière au sein de laquelle vous avez grandi. Comment cette enfance a-t-elle conditionné votre vie, votre carrière et vos engagements? Pour répondre à cette question, vous avez le profil idéal. Né en 1951 à Walsall, proche de Newcastle, au nord-est de l'Angleterre, votre mère est coiffeuse, votre père travaille sur les chantiers navals. Le destin des hommes de la région était scellé, c'était l'arsenal ou la mine. En 62, vous avez 11 ans et vous entendez Love Me Do des Beatles. Eux viennent de Liverpool, port du nord-ouest du pays, même milieu, même culture. Leur exemple autorisait à rêver de faire la même chose. Vous quittez Newcastle et rencontrez un succès phénoménal avec le groupe Police dès la fin des années 70. Et aussi longtemps qu'on sera heureux de faire ce qu'on fait, on le fera. Dès qu'on sentira que ça ne va plus, on s'arrêtera. En 86, vous quittez le groupe. Vos premiers albums solo contiennent des chansons comme Z Dance Alone qui évoquent les femmes endeuillées par la disparition de leurs proches sous le régime de Pinochet au Chili. My first function is to entertain. A secondary function is to inform. And I'm fairly satisfied that I managed to do both in my work. Défenseur des droits humains auprès d'Amnesty International ou encore engagé pour la défense de l'environnement, à la fin des années 80, vous militez aux côtés de Raoni pour la sauvegarde de la forêt amazonienne. Vous rencontrez José Sarney, le président brésilien de l'époque, et vous vous rendez au cœur de la région du Xingu. Go up a mile or so and you can see the farms getting closer and closer. They're great, huge patches of devastation. Aujourd'hui, vous payez donc votre dette à la communauté de Newcastle qui a forgé votre personnalité. C'est une histoire d'amour, dites-vous. Ils m'ont transmis une éthique de travail, une philosophie. Wow. Wow, comme vous dites. C'est ma vie. Eh oui. Sacrée vie.
Cette dette que vous payez à votre communauté, comme vous dites, à cette communauté de Newcastle où vous avez grandi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle exprime, cette dette? Pourquoi est-ce que vous vouliez manifester à travers ce spectacle musical cette reconnaissance à l'endroit de ce monde-là? Je crois que j'ai cette gratitude envers mes parents, les personnes avec qui j'ai grandi, les personnes qui ont travaillé sur les chantiers navals, parce que moi, je me suis enfui. Je suis devenu chanteur, musicien. Eux, ils ont dû travailler dans les chantiers navals. Donc, moi, j'ai un petit peu la culpabilité du rescapé. The Last Ship évoque la fermeture des chantiers navals sur fond de désindustrialisation. On la présente souvent, cette désindustrialisation, sous un aspect uniquement économique. Est-ce que vous vouliez montrer que c'est aussi un traumatisme géographique, social et culturel ? Pour moi, l'économie doit être fondée sur la communauté. On a une économie parce qu'on a une communauté. Ce n'est pas une question de bénéfice. Ça ne devrait pas. Il devrait y avoir un équilibre entre les deux. Donc, par cela, on souhaite dire que ces personnes méritaient d'être mieux traitées parce que quand le chantier a fermé, il n'y avait plus d'autre solution. Il ne restait plus rien. La ville est morte. On va voir tout de suite, je vous propose de voir un extrait justement de The Last Ship, ce spectacle musical sur la scène musicale de Boulogne-Billancourt jusqu'au 8 mars. Tout de suite un extrait. On le voit sur cet extrait, Sting, c'est un spectacle très ambitieux. Vous êtes une trentaine sur scène. Et puis, il y a votre grand ami jamaïcain, Shaggy, on l'a vu. Vous ne pouvez plus vous passer de lui, c'est ça? Il y a une vraie complicité? Oui, on est très, très proches. On s'aime beaucoup. C'est monter un spectacle aussi grandiose avec ce décor, une trentaine de chanteurs, de danseurs sur scène. C'est un projet particulièrement grandiose, ambitieux. C'est très très ambitieux, oui bien sûr, mais on a aussi vraiment des choristes parisiens qui chantent avec moi tous les soirs, ils sont sur scène la plupart du temps, donc il n'y a pas que des personnes, que des Anglais, il y a aussi pas mal de Français dans la production. Et si cette comédie musicale est à Paris, se joue à Paris, juste à côté de Paris, c'est pas forcément un hasard, Anna, puisque les comédies musicales sont tellement revenues à la mode qu'on dit que Paris en serait peut-être devenu la nouvelle capitale. Oui, alors détrôner Broadway, je ne sais pas, mais le journal français Le Monde a tout de même rebaptisé notre capitale Broadway sur scène à la fin de l'année 2025. Il faut dire que ces derniers mois, une vingtaine de comédies musicales ont été jouées en même temps à Paris et c'était du jamais vu. Regardez Chicago au Casino de Paris, Le Roi Lion au Théâtre Mogador, La Cage aux Folles au Théâtre du Châtelet et Les Demoiselles de Rochefort au Lido. Et puis maintenant, The Last Ship à la scène musicale. Selon le Centre national de la musique, la fréquentation de ces spectacles a bondi en France de plus de 22% par rapport à l'année dernière. Et le public français considère que ces spectacles musicaux, qui sont souvent grandioses, sont comme des bulles de légèreté qui permettent de prendre un petit peu de distance avec une actualité anxiogène. Alors vous, Sting, pourquoi avoir choisi Paris plutôt que Londres pour jouer votre spectacle? Parce que vous saviez qu'on avait un meilleur public? Je crois que c'est Paris qui nous a choisis en fait. Ils nous ont invités à venir, donc on a dit oui. Et puis le public français ici a été très très réceptif. Il y a beaucoup d'engouement, de générosité. Les critiques ont été très bonnes. Et donc je pense que ça a été la bonne décision de dire oui. Donc on est là. Vous avez souvent dit que vous vouliez utiliser votre voix pour porter politiquement. Qu'est-ce qu'il faut attendre de l'engagement des artistes? On a vu par exemple qu'aux États-Unis, beaucoup s'étaient engagés contre l'élection de Trump. Est-ce que ça peut même pas avoir un effet inverse parfois? Il y avait un message politique dans le spectacle, mais c'est imbriqué vraiment dans cette histoire d'amour, une histoire de joie, de communauté, de vivre ensemble. Donc il y a pas mal de brins vraiment dans cette tapisserie. C'est plus dans le scénario lui-même que vous faites passer les messages que en tant qu'artiste en dehors. Je crois que ça fonctionne mieux comme cela, oui, en effet. Ça n'est pas tellement évident, mais je pense que ça a plus d'impact. Et puis le divertissement aussi.
Il y a un autre sujet qui concerne la politique au sens large et qui concerne bien sûr au premier chef les Britanniques que vous avez abordé ces dernières années, c'est le Brexit. Vous dites le Brexit, ça a été une folie. Je suis profondément européen. Vous dites vous êtes profondément européen, c'était une folie. On se rend compte aujourd'hui que le Brexit est une folie. Et pourtant, quand on regarde au Royaume-Uni, on voit que c'est un Brexiteur, Nigel Farage, qui est en tête des sondages. Comment vous expliquez ça ? Je ne crois pas qu'il soit en tête des sondages, je ne crois pas qu'il gagne, je pense qu'on est plus intelligent que ça. Le Brexit, ça a été une catastrophe. Et donc, j'espère qu'on pourra revenir dans l'Europe. Merci de nous accueillir, s'il vous plaît. Vous serez les bienvenus, you're welcome. Il y a un titre, évidemment, qu'on a en tête parmi vos nombreux succès, qui est ce fameux titre, cette chanson « Russian », qui date de 1985, en pleine guerre froide. Et vous vous demandiez dans cette chanson, dans ce titre, est-ce que les Russes aiment aussi leurs enfants ? Aujourd'hui, c'est le 4e anniversaire du début du conflit en Ukraine. Est-ce que vous vous posez toujours cette question aujourd'hui, Sting ? C'est une question rhétorique que je posais. Bien sûr que les Russes adorent leurs enfants, mais je ne crois pas simplement que les dirigeants russes aiment ces enfants. Il y a eu tellement de morts, tellement. Et il ne faut pas les accuser eux. Il n'y a qu'un seul homme à accuser pour cette guerre, c'est M. Poutine. Quand vous étiez petit, vous aviez le choix entre faire de la musique ou éventuellement faire du football pour vous échapper du monde où vous étiez. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir choisi le football parfois ? Non, je n'aurais jamais fait carrière dans le football. Jamais. J'ai joué au rugby d'ailleurs. Ouais. Oui, j'ai joué au rugby. Vous êtes toujours supporter des Magpies, Newcastle. Of course. Bien sûr, on n'a pas le choix. Il faut soutenir l'équipe qui est à côté. Donc, bien sûr que je soutiens Newcastle. Avec une très belle saison cette année, justement. Merci, Sting, d'être passé par le plateau de 28 minutes ce soir. Il faut absolument aller voir jusqu'au 8 mars, avant une tournée mondiale. The Last Ship, jusqu'au 8 mars, c'est à la scène musicale de Boulogne-Billancourt. Merci à vous. Merci. Et merci à Anthony Roger, votre interprète qui nous a accompagnés tout au long de cet échange. On passe maintenant à notre débat du jour sur la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump. Le président américain a subi un camouflet de la Cour suprême qui a retoqué la plupart des droits de douane qu'il avait instaurés l'an dernier. Et le voilà qui repart à l'assaut en imposant aussitôt une nouvelle salve de 10%. Alors qui est visé ? Comment s'y retrouver ? Le locataire de la Maison-Blanche conduit-il le commerce mondial vers l'abîme ? On en débat juste après la mise au point de Sandrine Calvez. Donald Trump n'a que ce mot-là à la bouche. Tariffs. The most beautiful word in the entire dictionary of words is the word tariff. I love tariff. Les taxes douanières, c'est son arme préférée. En avril l'an dernier, il avait dégainé ce tableau et imposé des droits de douane tous azimuts. This is Liberation Day. The day American industry was reborn. Sauf que la Cour suprême vient de déclarer illégale une bonne partie de ces taxes. Touché mais pas coulé, Donald Trump a sorti une nouvelle carte de sa manche. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff. Depuis ce matin et pour 150 jours, de nouveaux droits de douane de 10% sont appliqués. Donald Trump menace d'aller jusqu'à 15%. Sur quel produit, quel secteur, ce n'est pas encore très clair. Un chaos tarifaire qui inquiète les Européens. D'autant que l'accord douanier passé l'an dernier avec Donald Trump est suspendu. Peut-être qu'on peut reprendre sur une feuille blanche. Il y a quelque chose à réécrire, à reconstruire. Je le dis, entre deux partenaires commerciaux de premier plan, l'Union européenne et les États-Unis, aucun ne peut sortir gagnant de guerre commerciale. Pour l'heure, les marchés demeurent prudents. L'opposition démocrate, elle passe à l'offensive et dénonce la politique irresponsable de Donald Trump. Il est dans sa bulle. Ces droits de douane ont dramatiquement fait exploser le coût de la vie des foyers américains. Donald Trump doit rendre l'argent avec les intérêts. Il doit rendre l'argent aux Américains. Alors, sérieux revers ou simple turbulence ? Donald Trump va-t-il poursuivre sa versatile politique protectionniste ? Qui seront les gagnants et les perdants de ce chaos tarifaire ? Eh bien, on va essayer de voir ça tous ensemble. Merci à tous les trois de nous avoir rejoints sur ce plateau. À mes côtés, Laurie Kenton, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes maître de conférence à l'Université Versailles-Saint-Quentin, spécialiste des États-Unis. Vous avez publié le livre Rock'n'Roll Trip, la route 66 en musique, de Chicago à Los Angeles, avec Julien Grosso.
Et selon vous, Laurie Kenton, la décision de la Cour suprême est très symbolique. Cela donne le sentiment d'une fronde institutionnelle contre Donald Trump et le président américain, de fait, en ressort affaibli. À vos côtés, Isabelle Tisse-Saint-Jean, bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes économiste, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Selon vous, de grandes batailles juridiques vont avoir lieu prochainement aux États-Unis et ce sont les entreprises et les ménages américains qui débourseront le plus pour payer l'impôt, dites-vous. Et puis à vos côtés, Joséphine Staron, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, directrice des études et des relations internationales du think tank Sinopia. Vous avez publié un essai qui s'intitule « Europe, la solidarité contre le naufrage ». Et selon vous, on a une meilleure visibilité car la Cour suprême a tranché. Même si les pays européens n'ont pas de véritable vision commune, cela nous laisse toutefois une marge de négociation supplémentaire, dites-vous. Tout de suite, on va commencer pour ouvrir ce débat, Anne, avec une loi qui est la loi du jour. Oui, le Trade Act de 1974 et section 122 pour être tout à fait précise, qui autorise le président des États-Unis à imposer jusqu'à 15% de droits de douane de façon temporaire en cas de déséquilibre de la balance des paiements. Et c'est sur ce texte donc qu'il s'appuie pour rebondir après le camouflet que lui a imposé la Cour suprême des États-Unis. Isabelle Tisse-Saint-Jean, est-ce qu'il y a des filières ou des produits qui vont être particulièrement touchés par cette nouvelle droits de douane ? Alors, ce qu'il faut comprendre, d'abord, c'est que on va retourner dans des batailles juridiques parce que, en fait, les conditions pour l'application de cet article 122 sont extrêmement contestables. Donc déjà, on peut commencer par ça. Pour bien comprendre, la décision que vient de prendre Donald Trump, celle-ci aussi peut être retoquée. Extrêmement contestable. Extrêmement par contestable. La Cour suprême ou par d'autres tribunaux? Comment ça se passe? Par quel mécanisme? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des conditions. Il y a 3 grandes conditions pour l'appliquer. Et en fait, ces conditions, déjà, elles sont débattues entre nous économistes. C'est-à-dire que il y a mais vraiment des débats absolument extraordinaires sur déficit, déséquilibre et problèmes. Donc on est à ce niveau sémantique d'analyse sur des concepts économiques. Donc voilà, donc ça va être, on n'est pas du tout sorti de l'auberge, si vous me passez l'expression. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça s'applique, c'est ça qui est très important, indépendamment des secteurs. C'est peut-être moins sur les secteurs que le problème apparaît que sur le fait que ça s'applique de manière uniforme par pays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, et là, Trump perd son instrument central, en fait, de négociation, mais qui allait bien au-delà du domaine économique. C'était un instrument géopolitique. Il le perd parce qu'il ne peut plus discriminer entre pays. Alors, normalement, c'est temporaire, c'est-à-dire que ça ne peut pas s'appliquer au-delà de 150 jours. Laurie Kenton, qu'est-ce qui va se passer dans 150 jours? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il recommence des décrets sans demander l'aval du Congrès? Dans quoi on s'engage aujourd'hui? Il s'engage dans ce qu'il peut et c'est ce que j'appelle le syndrome de Jean-Claude Duss, c'est-à-dire que sur un malentendu, ça peut marcher. Et donc, en fait, on savait... Non, on comprend mieux, là c'est très clair, c'est limpide. Depuis le début, fondé sur l'IEEPA, c'était plus que risqué. Tous les tribunaux disaient que ça allait pas marcher et la Cour suprême a dit, en fait, l'évidence. Là, c'est un petit peu la même chose. Sur un malentendu, ça peut marcher. Il peut essayer de faire quelque chose et ça va pas forcément passer, mais il faut tenter. Et alors, le problème, c'est qu'il faut qu'il ait le Congrès. Et ça, un des juges à la Cour suprême, il faut quand même dire que la décision de la Cour suprême, c'est 170 pages, c'est pas un entrefilé. Et qu'il y a plusieurs juges qui expliquent leurs décisions. Il y a un des juges nommé par Trump qui explique quand même très clairement qu'il y a le Congrès et qu'on ne peut pas faire sans le Congrès. Le Congrès, c'est embêtant, c'est long, c'est délibératif, mais il explique que c'est exactement ce pourquoi c'est là. Et donc, dans 150 jours, il faut absolument qu'il repasse devant le Congrès, sinon ça passe pas. C'est ce qu'on verra. Ce qui est rassurant, si je vous écoute bien, c'est que si je me souviens bien, avec Jean-Claude Duss, ça marchait pas en général. Mais bon, Anna, dans cette nouvelle étape de la guerre commerciale qui est déclenchée donc par Donald Trump, qui sont les gagnants et qui sont les perdants sur le papier? Oui, alors on l'a dit ce matin, les nouveaux droits de douane de 10% sont entrés en vigueur pour tous les partenaires des États-Unis jusqu'au 24 juillet donc. Mais Donald Trump a promis qu'il allait les relever à 15% dès que possible. Et dans ce cas, il y aura inévitablement des gagnants et des perdants. Parmi les gagnants, il y a tous ceux qui jusque-là payaient des droits de douane qui étaient supérieurs à 15%. C'est le cas de la Chine, anciennement taxée autour de 20%, et plus globalement de tous les pays de l'Asie du Sud-Est, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie.
Mais cela concerne aussi le Brésil, l'Afrique du Sud qui sortent gagnants, de même que le Canada et le Mexique, taxés respectivement à 35 et 25%. Du côté des perdants maintenant, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, la Corée du Nord, la Russie passeraient elles de 10% de taxes à 15%. Et c'est le cas aussi pour le Royaume-Uni qui avait pourtant été l'un des premiers pays à négocier un accord bilatéral avantageux avec Washington. Et puis il y a ceux, comme l'Union européenne ou le Japon, pour qui le taux resterait inchangé. Joséphine Staron, est-ce que ces nouveaux droits, ça va déstabiliser de nouveau le commerce mondial? Et qu'en pensent les marchés financiers? Oui, ça va forcément déstabiliser. Pourquoi ? Parce que même si beaucoup estimaient aléatoires, injustes, brutaux ces droits de douane que Trump avait décidés en avril dernier, on commençait à y voir un peu plus clair. Chaque pays avait passé son accord commercial ou était en passe de le faire. Et donc, finalement, on savait vers quoi on s'orientait pour les mois ou années à venir. Là, les cartes sont rebattues. 10 à 15%, c'est relativement stable aussi, puisqu'on sait qu'il ne peut pas potentiellement aller au-delà, mais le temps que tout se réorganise, et pour la carte que vous avez montrée, elle est très intéressante parce qu'il y a des pays pour lesquels ça bouleverse tout. Que ce soit à la hausse ou à la baisse, il faut tout revoir. Et même pour l'Union européenne, qui était en passe de faire ratifier par le Parlement européen, même si le Parlement hésitait beaucoup, cet accord commercial très asymétrique à 15% qu'on avait passé avec les États-Unis, eh bien même pour nous, ça nous donne quand même l'occasion d'en débattre à nouveau, d'en rediscuter et de se dire peut-être... on a 150 jours pour en reparler de ces droits de douane et 15% qui nous ont été arrachés durement, difficilement, sans aucune réciprocité ou contrepartie intéressante. Eh bien, remettons ça sur la table. Alors, on a vu, Donald Trump l'a dit, puis il a tweeté encore le 23 février, la Cour suprême, dit-il, m'a accidentellement fait un cadeau. Il dit que la Cour suprême lui a donné finalement plus de pouvoir et de force qu'il n'en avait avant. Laurie Kenton, est-ce que ça veut dire qu'il peut décider là de droits de douane encore supérieurs de ce qu'il avait fait avant, ou est-ce que c'est un coup de menton à la Trump ? Non, c'est purement déclaratif. Il peut décider des tas de choses, mais le problème, c'est qu'après, il y a les tribunaux derrière. Il y a un certain nombre de choses qu'il ne peut pas faire, mais qu'il fait quand même. Et ça, il se retrouve systématiquement devant les tribunaux. Et on voit que ça fonctionne. Les contre-pouvoirs fonctionnent, en fait. Les contre-pouvoirs fonctionnent à plusieurs égards. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la décision de la Cour suprême, elle est en miroir de décision de la Cour suprême contre Joe Biden sur exactement le mécanisme, sur la limitation du pouvoir de l'exécutif. Donc, il ne pouvait pas dire quelque chose sur Biden et l'inverse sur Trump, sur le même mécanisme. Il faut voir également que sur les droits de douane, le Congrès, les démocrates et une fronde de républicains s'étaient prononcés il y a une quinzaine de jours, une dizaine de jours, contre les droits de douane sur le Canada, alors que le Sénat l'avait déjà fait. Donc ça veut dire que ça commence à bouger, et il y a un certain nombre de représentants, de sénateurs, de juges qui se disent finalement on peut s'opposer à Trump, et puis il n'y a pas de catastrophe. Isabelle Tisse-Saint-Jean, que peut faire l'Europe dans ce contexte ? Est-ce que l'Europe, elle peut ou est-ce qu'elle doit répliquer ? Elle a décidé hier de suspendre l'accord justement qui avait été conclu l'été dernier en Écosse, justement l'accord entre les États-Unis et l'Union européenne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut répliquer ou au contraire, il faut attendre attendre que la poussière retombe ? Il y a quand même une nécessité d'attendre dans la mesure où on ne sait pas, c'est ça qui est quand même absolument extraordinaire, c'est qu'on ne sait pas si c'est 10% ou 15%. Puisqu'il annonce 10% dans la conférence de presse. Oui, mais il annonce 10% dans la conférence de presse. Quelques heures après, il dit ça sera 15%. Finalement, c'est 10 qui sort, avec une promesse que ça va être 15. Et évidemment, pour l'Europe, puisque en gros, le tarif de base, même s'il y a des exceptions, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est 15, 10 ou 15, ça change tout. Donc l'Europe, de manière tout à fait raisonnable, a décidé pour l'instant de surseoir d'une certaine manière, d'attendre un peu que Elle est unie, l'Europe, sur cette position ? Alors, elle affiche une unité. Elle affiche une unité. Évidemment, les intérêts sont divergents et vont ressortir, mais pour l'instant, tout le monde dit on avance ensemble. Tout le monde dit on avance ensemble et on attend de voir pour négocier. La difficulté étant avec Trump, même si,
partage absolument le fait qu'il a perdu un énorme instrument qu'il avait, puisqu'il n'y a plus cette possibilité de dire « toi, je te tape plus que toi », etc. Ça s'applique à tous les pays de la même manière. Il menace quand même, dans les accords, d'être plus violent si on sursoit aux accords qui étaient en cours de négociation. Donc l'Europe doit aussi tenir compte de ça. Mais enfin, il est quand même incroyablement fragilisé, même s'il y a d'autres textes qu'il peut mobiliser, mais qui sont plus complexes à utiliser. On va voir que ce n'est pas la première fois, évidemment, dans l'histoire qu'un président américain dégaine des mesures protectionnistes pour protéger son économie et faire payer ses partenaires commerciaux. Notre archive du jour nous ramène 40 ans en arrière, quand le président des États-Unis de l'époque, Ronald Reagan, imposait des droits de douane exorbitants aux Européens. Cognac, vin blanc, gin, jambon en boîte, fromage de toutes sortes, olives noires, carottes en conserve, endives. Il sera peut-être difficile dorénavant de trouver tout cela dans un caddie américain. En taxant 11 types de produits de droits de douane supplémentaires jusqu'à 200%, les États-Unis entendent punir les Européens de l'entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CE. Un manque à gagner pour les céréaliers américains qu'ils estiment à 400 millions de dollars par an. La guerre commerciale connaît donc une escalade sans précédent, à moins qu'un accord ne soit trouvé d'ici un mois, date à laquelle les mesures américaines doivent entrer en vigueur. Mais Édouard Balladur le précisait à 13h, pour qu'il y ait négociation, il faut que les États-Unis lèvent leurs représailles. Joséphine Saron, est-ce qu'il ne faut pas profiter que Donald Trump soit un peu déstabilisé, l'a pris au dépourvu, pour justement négocier pour l'Europe ? Bien sûr, mais on aurait dû le faire depuis le début. Si on regarde l'accord commercial qui, heureusement, a été suspendu, il était totalement asymétrique. Il n'y avait aucun accord de réciprocité. Et surtout, on leur donnait... on s'était aplati, quoi. On s'était totalement aplati. Donc aujourd'hui, qu'on s'aplatisse ou pas, c'est 15%. J'ai envie de dire... Dans ces cas-là, revenons sur toutes les parties de cet accord, en tout cas temporairement pour les remettre dans la négociation, qui nous défavorisaient de manière totalement injuste. C'est 15% pour tout le monde. Alors, qu'avons-nous à perdre aujourd'hui ? D'autant plus que les Européens se sont quand même montrés assez unifiés dernièrement, même si c'est beaucoup de l'unité de façade, mais peu importe, sur la question du Groenland, qui a eu un moment Groenland face à Donald Trump qui s'est joué en Europe. Donc utilisons de ce moment-là, prolongeons-le. Sur la partie commerciale. Il y avait eu aussi le bazooka commercial dont parlait Emmanuel Macron, l'outil anti-coercition. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir de nouveau mobiliser ? C'était un début et ce n'est qu'une partie de l'arsenal qui est à notre disposition. On est extrêmement timide par rapport à Donald Trump. On n'ose pas, et alors vous parlez d'unité européenne, on n'ose pas parce que beaucoup d'États, notamment les Allemands, les Italiens, pour des raisons différentes, ne veulent pas se mettre Donald Trump à dos aujourd'hui ou demain. Mais là, cette décision de la Cour suprême, elle offre une petite soupape, quand même, une respiration qui va permettre aux Européens de se mettre autour de la table et de négocier. Friedrich Merz doit se rendre à Washington bientôt. Peut-être viendra-t-il avec un message en tout cas, de la communauté européenne. Le chancelier allemand qu'il espère pouvoir venir avec une position commune, porter une position commune de l'Europe. Isabelle Saint-Jean, vous y croyez ? Non, enfin, la chose à bien avoir en tête, c'est que les droits de douane, ça n'est pas qu'un instrument économique. Et quand l'Europe avait une telle... Effectivement, c'est un peu couché économiquement. C'est parce qu'en fait, elle avait une immense fragilité géopolitique sur l'Ukraine. C'est ça qu'il faut vraiment... C'était pour ne pas fâcher Donald Trump sur l'Ukraine. Voilà. Donc, il faut vraiment comprendre que cet instrument des droits de douane, ça n'était pas qu'un instrument économique, c'était un instrument politique et géopolitique. Et c'est comme ça qu'on peut le comprendre. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la situation en Ukraine, le fait que l'Europe a repris un peu quand même en main le dossier du financement de l'Ukraine et du soutien à l'Ukraine, est-ce que ça lui permet de dire aux États-Unis, écoutez, voilà, on va rediscuter ? Ça, c'est ça, à mon avis, qu'il faut regarder. En attendant, certains disent que depuis cette décision de la Cour suprême, désormais, ça veut dire que Trump doit rembourser les dommages occasionnés par cette politique tarifaire illégale. Est-ce que c'est crédible ? On parle de 150 à 200 milliards potentiellement. Alors, ça veut dire quoi ? Rembourser qui ? Comment ? Est-ce que c'est crédible ? Alors, c'est difficilement envisageable en vertu de l'immensité des sommes, mais dès hier, FedEx a commencé à faire un procès
et va être suivi par d'autres entreprises en disant si c'est pas légal, nous on a un droit, comme disait Margaret Thatcher, I want my money back. Donc il va y avoir, on peut imaginer une multitude de procédures de la part d'entreprises qui attaquent l'État fédéral américain. On peut imaginer ça et tout va dépendre. Alors ça va prendre du temps parce que ça va être très lent. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est dans les clous? Comment? Combien? Etc. Et donc l'immensité des montants va peut-être jouer sur l'interprétation. Il y a tout ce qui va... en gros, la clé, ça va être la lettre de la loi contre le sens commun. C'est-à-dire le sens commun, c'est-à-dire est-ce que c'est réaliste? Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, qui fait quand même figure de principal opposant aujourd'hui, a dit rends l'argent Donald Trump. Joséphine Staron, vous pensez qu'il va se passer quelque chose là sur cette question, sur cet enjeu du remboursement, ne serait-ce que pour l'embêter politiquement, on va dire? En tout cas, ça sert politiquement les intérêts des démocrates. Ils ont enfin un os à ronger, je dirais, alors que ces derniers mois, ils étaient en difficulté. Donc, ils vont essayer, bien évidemment, d'attaquer Donald Trump le plus possible en faisant appel à cette décision historique de la Cour suprême. Ça montre aux Américains, et notamment à ceux qui ont largement voté pour Donald Trump, qu'il a peut-être outrepassé son pouvoir, et comme ça a été très bien dit, ce qu'il reprochait à Joe Biden, il le met lui-même en pratique. Donc ces incohérences-là, les démocrates vont faire en sorte de les révéler au peuple américain. Alors vous le disiez, il y a des critiques des élus démocrates, mais pas seulement. Oui, la politique tarifaire de Donald Trump ne fait pas l'unanimité, y compris au sein du camp républicain. Je vous propose d'écouter l'un d'entre eux. Il est élu du Nebraska, il s'appelle Don Bacon, et il s'exprimait samedi dernier au micro de CNN. We have opposed tariffs since World War II. It's been the conservative position. The last president to support tariffs that was a Republican was Herbert Hoover, and it exacerbated the Depression, the worst Depression that we ever had. So the conservative position here is that tariffs are bad economics, it's bad politics, and we should defend that. Isabelle Tisse-Saint-Jean, est-ce que c'est une question qui clive vraiment au sein des Républicains, cette question des tarifs douaniers ? Oui, mais parce que en fait, on n'a pas eu le temps d'en parler tellement la décision de la Cour suprême était un bouleversement. Mais le jour même, sortaient des résultats sur la situation économique américaine. Et en fait, ils sont pas bons. Et ils sont pas bons pourquoi? Parce que effectivement, les droits de douane commencent à rentrer dans la réalité économique et qu'est-ce qu'on voit? Un ralentissement économique. On voit une baisse de la consommation avec une inflation qui reste persistante, un emploi qui est pas bon et une balance commerciale qui s'améliore pas en réalité, notamment du côté des biens. Oui, très. Et donc du coup, oui, les résultats sont pas là. Et notamment, on sait quand même que Trump a été élu sur la base du pouvoir d'achat, de l'inflation. Et les droits de douane, c'est ça qu'il faut comprendre. On a toujours l'impression, ils arrivent à nous raconter qu'ils agressent les autres pays en mettant des droits de douane. Mais non, les premiers qui payent, les premiers qui subissent, ce sont les Américains. C'est les ménages et les entreprises américaines. Et donc, ça pèse sur l'électorat. Ils savent bien que quand ils vont voir leurs électeurs, les républicains, ils se rendent bien compte qu'ils ont des grosses doléances de la part de leur électorat. Laurie Kenton, sur cette question, les Américains, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour eux, cette décision de la Cour suprême de ces droits de douane illégaux? On ne sait pas encore, mais pour l'instant, en fait, les droits de douane, ils ont été absorbés par les entreprises, donc c'est celles qui sont à l'origine. La Cour suprême ne prend pas une décision comme ça parce qu'elle a envie un matin, c'est juste qu'il y a des entreprises qui ont décidé, il y a des mois, de se pourvoir en justice pour lutter contre ça. Et alors, soit elles absorbent les entreprises, soit ce sont les consommateurs qui absorbent. Et donc, il y a un rapport qui est sorti, alors Trump a dit que c'était le plus mauvais rapport de tous les temps, qui explique que ce sont les consommateurs américains qui ont en gros, payer la note. Mais par exemple, est-ce que les produits importés de Chine vont coûter moins cher aujourd'hui avec des droits de douane rabaissés à 15%, par exemple? Alors, ça dépend. Mais mécaniquement, normalement, oui. Mais ça dépend quand ça va se rentrer en application. Et c'est justement une des questions dans la perspective de novembre et des midterms. Parce qu'il a été élu pour deux choses, l'immigration et le coût de la vie. Sur l'immigration, Minneapolis, camouflé. La garde nationale à Chicago, camouflé, Cour suprême. Et là, sur le coût de la vie, sur cette échéance électorale, Joséphine Staron, dans quelle mesure est-ce que la situation économique au sens large, celle que vous évoquiez à l'instant, Isabelle Tisse-Saint-Jean, avec une croissance qui ralentit, une inflation qui demeure assez forte, etc., et puis
la guerre commerciale elle-même, donc ces allers-retours sur les droits de douane, dans quelle mesure est-ce que ça va peser sur les élections de midterm, ça? On dit déjà que Donald Trump risque très fortement de perdre ces élections. Alors, il ne serait pas le premier président, loin de là. C'est, je dirais, assez classique de perdre ces élections. À chaque fois. Ouais. C'est quasiment à chaque fois. Mais concrètement, ça va lui faire perdre un peu de marge de manœuvre supplémentaire. Déjà qu'il en avait finalement assez peu. On voit que les contre-pouvoirs qu'il fustige existent, fonctionnent. Et finalement, les Américains sont très attachés à la Constitution, sont très attachés au droit et à la justice. Et même une grande partie des électeurs républicains, d'autant plus d'ailleurs une grande partie des électeurs républicains, je ne parle pas des fanatiques MAGA qui sont une frange relativement minimale de l'électorat de Donald Trump. Donc il est quand même en difficulté. Comme vous le disiez, il y a plusieurs camouflets. Il essaye de contrebalancer ces camouflets, notamment en termes de politique intérieure, par des grandes annonces sur l'international, le Venezuela, l'Iran. Mais les Américains n'en ont pas grand-chose à faire de l'international. Mais même au-delà de la frange des fanatiques, est-ce qu'il ne peut quand même pas y avoir un effet paradoxal dans l'Amérique MAGA de cette décision de la Cour suprême? On sait que le populisme, il a comme ressort cette idée que l'État de droit et que le gouvernement des juges imposerait sa loi à la souveraineté populaire. Donc là, on a quand même un exemple. Est-ce que ça ne peut pas aussi avoir un effet paradoxal de galvaniser l'électorat trumpiste? L'électorat trumpiste, de toute façon, il votera Trump et il pense que tout le monde est corrompu à la solde de l'étranger, bolchevique. Enfin, de toute façon, il y a tout l'électorat. Il y a une... Non, la frange MAGA, de toute façon, elle est inflexible. Les démocrates sont de toute façon persuadés que tout ce que fait Trump est mauvais. En revanche, ce qu'il faut voir, c'est deux choses. C'est les indépendants qui font les élections. Le marais, quoi, entre oui, les deux camps. Ceux qu'on appelle les indépendants, qui sont le premier parti aux États-Unis. Et par exemple, tous les hispaniques qui ont voté pour Trump pour des questions économiques, qui sont les principaux créateurs d'entreprises, de petites entreprises, d'auto-entrepreneurs, il y en a énormément, qui se rendent compte que les résultats ne sont pas là, que c'est même contre-productif, et qui vont aller voir ailleurs, soit pas voter, soit voter pour les démocrates. Pas forcément d'ailleurs avec un grand enthousiasme pour les démocrates, parce que ça veut sûrement dire plus d'impôts, mais au moins pas voter ou plus voter pour Trump. Merci à tous les trois. Les élections de midterm, c'est au mois de novembre. Quelque chose me dit qu'on aura sûrement l'occasion de redébattre à nouveau de Donald Trump et de certaines de ses initiatives, notamment économiques, d'ici là. Merci à tous les trois d'être venus débattre ce soir sur ce plateau. L'actualité toujours, mais vue désormais par Théophile Cossa et Marie Bonisso. Au Mexique, un cartel de narcotrafiquants sème la terreur pour venger la mort de son chef. Et Théophile va nous raconter comment ça marche, le cartel de Jalisco. Puis Marie nous emmènera à Mumbai, en Inde, où une route musicale rend fou les riverains. Mais d'abord, l'ami Thibault Nolte, véritable dictionnaire sur pattes, dissèque le mot vedette du jour. Ce soir, il nous plonge dans un fleuve où l'on ne pêche plus, le Yangtze, et c'est entendu. Le fleuve Yangtze reprend vie. En Chine, sous le fleuve Yangtze. Le long du Yangtze. Qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Yangtze ou Yangtze-kiang, transcription occidentale du chinois Yangtze-yang, traduisible par fleuve Yangtze, du nom d'un bled près de Yangzhou, désigne le plus grand fleuve d'Asie. Une étude publiée le 12 février a révélé qu'après 3 ans d'interdiction de la pêche dans le fleuve bleu, le petit nom du Yangtze, la quantité de poissons a triplé. Depuis 2003, Pékin interdisait déjà chaque année pendant un trimestre toute pêche dans le Yangtze, un fleuve surpollué et surexploité dont les berges hébergent 450 millions de personnes. Des mesures insuffisantes qui ont poussé le Congrès national du peuple à décider d'un moratoire total sur la pêche dans le fleuve pendant 10 ans à partir de 2021. Les blouses blanches ont scruté l'état de la biodiversité à 57 endroits du Yangtze, avant et après interdiction de la pêche, et noté plus de poissons en quantité et en variété. Certaines espèces sont revenues du néant, poissons tubes, esturgeons du Yangtze, marsouins aptères. D'autres n'ont pas eu cette chance, comme le poisson spatule ou le baiji. Troisième plus long fleuve du monde, 6400 km du Tibet à Shanghai, irriguant 70% du riz chinois, le Yangtze est aussi un cloaque bouillonnant d'effluents de stations d'épuration dopées à l'azote ou au phosphate et de rejets pharmaceutiques gavés de perturbateurs endocriniens pour poissons. C'est aussi le premier contributeur mondial de plastique dans les océans. Le fleuve bleu, qui peut aussi devenir brun, jaune ou gris selon les sédiments charriés, a servi d'autoroute géante pendant la Deuxième Guerre sino-japonaise pour évacuer usines, ministères, civils, réserves d'or, archives nationales, alors que sa légende et sa télégénie ont alimenté de nombreux films. Combien exactement? N'y en sait rien.
C'est entendu, Thibault Nolte. Et merci. Marie Bonisso. Vous êtes là, Marie? Totalement là. Je vous ai vu. Théophile Cossard, vous aussi, bien sûr. Bienvenue à vous, les amis. On va commencer avec vous, Théophile. 10 000 soldats mexicains sont déployés dans le pays après la mort du chef de l'un des plus gros cartel du Mexique. Ouais, des scènes de chaos recensées dans 20 des 31 États du pays. Route bloquée par des hommes armés, fusillades, bâtiments incendiés, banques incendiées, magasins incendiés. Et le bilan humain est lourd. 25 membres de la garde nationale mexicaine ont été tués et il y a d'autres victimes. Des représailles après la mort de 7 hommes. Nemesio Oseguera, alias El Mencho, celui qui avait mauvais goût, tué dimanche lors d'une opération militaire menée par le Mexique et les États-Unis. Il était considéré comme le dernier des grands parrains du Mexique. À la tête de l'un des cartels les plus puissants du pays. Ouais, le CJNG, le cartel des Jalisco, nouvelle génération, créé en 2009 par El Mencho, considéré comme l'un des 5 groupes criminels les plus dangereux au monde selon les États-Unis, qui l'a classé comme organisation terroriste. Il compterait aujourd'hui 20 000 membres présents sur la quasi-totalité du territoire. Et là, on ne parle plus d'un gang de rue, mais d'une multinationale du crime. D'ailleurs, Jalisco se fait appeler la Empresa, l'entreprise, et c'est structuré comme tel. Une direction centrale basée dans l'État de Jalisco qui gère les finances et la logistique, et puis des antennes un peu partout. Oui, parce que le cartel, et c'est sa grande force, fonctionne en franchise. Il permet aux petits voyous locaux d'utiliser son nom en échange de quelques pesos, de quoi étendre son influence sans s'encombrer du management local. Quelles sont ces activités ? Il en a plein, la liste est très longue. Sans surprise, en numéro uno, le trafic de drogue, cocaïne, fentanyl, méthamphétamine. Le cartel contrôle le port stratégique de Manzanillo, donc pratique pour importer des produits chimiques venus de Chine, de fabriquer ensuite sa drogue avant d'inonder les États-Unis. Et puis comme toujours, en vrai multinational, le cartel s'est diversifié, vol, extorsion, vente d'armes, trafic d'êtres humains, mais aussi exploitation minière, taxes sur la production d'avocats. Tout ça, évidemment, rapporte beaucoup, des dizaines de milliards de dollars chaque année. Parfait pour corrompre la police, infiltrer les mairies et les gouvernements locaux, et puis tiens aussi pour faire du social dans les régions pauvres, distribuer de la nourriture, réparer les routes, de quoi se mettre les habitants dans la poche. Et pour ceux qui osent protester, la terreur. Le cartel diffuse régulièrement des images de ces hommes ultra équipés devant ses propres véhicules blindés. Regardez, on croirait vraiment des vrais militaires. Et puis je vous passe les détails les plus glauques, exécution publique et compagnie. Ça, c'est pour le marketing. Alors la grande question maintenant, c'est qui pour succéder à El Mencho? Son fils, surnommé El Menchito, est en prison aux États-Unis. Il a pris perpète. Peut-être son ex-femme qui gère les finances, ou bien le cartel va-t-il sombrer dans une guerre intestine pour sa direction? L'avenir le dira. On verra ça. Merci à vous, Théophile. On va aller en Inde avec vous maintenant, Marie. À Mumbai, une autoroute flambant neuve et une fausse bonne idée pour faire ralentir les automobilistes. Oui, ce soir, c'est l'histoire d'une route pavée de bonnes intentions. Et vous savez que ça ne suffit jamais. On va donc dans la capitale économique de l'Inde, à Mumbai, mégalopole de 12 millions d'habitants, tellement embouteillée qu'on y roule en moyenne à 8 km/h. C'est un cauchemar. C'est pourquoi, au grand soulagement des automobilistes, les autorités de Mumbai viennent d'inaugurer, il y a 2 semaines même pas, une autoroute urbaine, que dis-je, un bijou d'ingénierie pour désengorger cette ville. Donc il y a, j'ai jamais vu ça moi, il y a 8 voies sur cette autoroute. Il y a évidemment des tunnels, mais il y a aussi des passages sur pilotis, parce qu'ils ont construit l'autoroute un peu au-dessus de la mer d'Arabie, comme ça vous passez en voiture, ça scintille. Bref, c'est le futur, cette coastal road, comme on l'appelle, cette route côtière. Il y a même, cerise sur le gâteau, sur un petit tronçon d'un demi-kilomètre à la sortie d'un tunnel, un bout de route qui fait de la musique. Si vous roulez dessus à la bonne vitesse, à 70 km/h, vous allez comprendre en regardant la vidéo. Regardez bien, surtout, écoutez bien les bandes rugueuses qui sont en bas à droite et qui essayent de faire une mélodie. Splendide. Alors Anne a dit les dents de la mer, pas du tout au début. Ouais, non, c'est vrai que ça fait peur. C'est censé être la bande originale du film Slumdog Millionnaire. Voilà, mais heureusement que je vous le dis, je sens. L'idée, en fait, elle est super à la base, c'est d'inciter les voitures à rouler à 70 km/h, parce que si vous roulez plus vite sur ces bandes rugueuses, ça fait pas de musique. En économie, c'est ce qu'on appelle un nudge. C'est une petite astuce pour pousser les citoyens à bien se comporter. Les Indiens n'ont rien inventé, des routes musicales comme ça, il y en a au Japon depuis 20 ans. Dans plein d'autres pays du monde, c'est des artistes danois les premiers
dans les années 90, qui ont eu l'idée de créer ça. Ils ont appelé ça à l'époque l'asphaltophone. Je trouve ça merveilleux, on dirait du Gaston Lagaffe dans le texte. Le problème, c'est que, je vous l'ai dit au début de ma chronique, Mumbai est une mégalopole. Les routes musicales, c'est super, mais dans le désert, quand il n'y a personne autour. Là, à Mumbai, ce tronçon, il traverse un des quartiers les plus chics du pays, qui s'appelle Bridge Candy. Vous avez tous les grands patrons, les stars de Bollywood qui se sont achetés un appartement là et qui deviennent littéralement complètement fous à cause de cette musique qui est en boucle toute la journée. Il y a 650 familles de riverains qui ont tous ensemble signé une plainte officielle, ça fait même pas 2 semaines, pour l'abolition immédiate de cette autoroute musicale. Je sens que vous les plaignez. Moi, malheureusement, j'ai mon petit cœur de justicière. J'avoue avoir du mal à compatir à 100% avec ce drame urbain. Pourquoi ? Parce que cette autoroute, tous les critiques le disent depuis des années, elle a été construite aux frais du contribuable de Mumbai. Elle ne profite absolument qu'aux riches, sachant que dans cette ville, vous avez 64% des habitants qui n'ont pas de voiture, qui n'utilisent pas de voiture, qui prennent le train et le bus tous les jours. C'est un cauchemar. Chaque jour, il y a entre 7 et 10 passagers qui meurent dans un accident de transport à Mumbai. Alors entre ça et écouter une route de luxe qui chante faux sous les fenêtres de mon triplex, je sais qui je plains vraiment. En plus, ça chante pas si faux que ça, cette route. Vous êtes dur quand même. Merci Marie, merci Théophile, merci à tous les amis, merci à vous de votre fidélité. À demain, 20h05. Tchuss.